Regardez bien derrière moi, il s'appelle Bibi. Non, non, c'est pas une plaisanterie, c'est ainsi que l'a baptisé son constructeur, Bombardier. Bibi, pourquoi? Bimode et bicourant. Ce que vous avez là, derrière moi, ici, à la gare de l'Est, prêt au départ pour aller à Culemont-Chalindrey, c'est, je voudrais dire, une nouvelle race d'engin, une nouvelle conception du chemin de fer qui s'inscrit, allez, un mauvais jeu de mots, en droite ligne de ce que l'on préconise au Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire le développement durable. Et oui, ce DVD est consacré au développement durable. Alors revenons sur Bibi, qui est tout de même un engin assez étonnant. L'idée était la suivante. Vous savez qu'à la SNCF, il y a des lignes électrifiées et des lignes non électrifiées. Les lignes électrifiées sont généralement des lignes à très grand débit, réservées aux TGV et puis aux fret marchandises. Elles sont deux types de courants. Historiquement, 1500 volts continus, et puis, beaucoup plus moderne, le 25 000 volts alternatif. Donc, c'est pour ça qu'on a fait les machines bicourants. Mais il existe également des lignes à moindre débit, des lignes non électrifiées, style celle qu'il y a derrière moi, qui est, par exemple, Paris 3, Culemont-Chalindrey, Belfort. Et de fait, pour les voyageurs, bien souvent, il fallait passer, je voudrais dire, d'un train à un autre. On changeait de train quand on changeait de mode de traction. On démarre, par exemple, en diesel, et après on passe en électrique. Ou, ici, à l'inverse, à la gare de l'Est. D'où l'idée, et ça n'a pas été tout simple, de faire du bimode, c'est-à-dire d'utiliser un engin qui, au départ, est conçu comme un diesel, et de le mettre en traction électrique. Alors, petite explication. Bibi, qui est ici et qui va partir pour 3, est une rame à 4 éléments, dérivés des autorails, des AGC à grande capacité. En tête et en queue, 2 groupes électrogènes MAN de 800 chevaux, donc il y a 1600 chevaux diesel électrique. Seuls les bogies de tête et de queue sont moteurs. Et, vous avez bien vu, sur le toit, il y a 2 pantographes. Un pour le 1500 volts continu et l'autre pour le 25 minutes alternatif. Et ici, il part de la gare de l'Est en direction de Troyes, Culemont-Chalindrey. Donc il va démarrer en traction électrique jusqu'à Gretz. Et à Gretz, en cours de route, on va baisser le ponto et on va mettre en route le moteur diesel électrique et on va continuer ainsi jusqu'à Troyes et Culemont-Chalindrey. Voilà une des grandes révolutions du chemin de fer dans le cadre du développement durable. C'est la région Champagne-Ardenne qui, en quelque sorte, ouvert le feu et qui a cru dans ce mode de transport. D'autres régions donc vont suivre. Voilà un mode de transport d'avenir. Vous voyez, là c'est le démarrage en souplesse et en douceur. Et on salue au passage, au revoir, le mécanicien. Donc, dans ce DVD consacré au développement durable, un film et 4 bonus. Le film Carnet de route à Sumatra, et oui, SNCF International, eh bien, a participé, je voudrais dire, à la remise en état du réseau ferroviaire en Indonésie après le terrible tsunami de décembre 2004. 4 bonus. Premier bonus consacré au matériel. Allez, on appelle ça le train jaune, le TGV postal. Non, c'est pas celui des pièces jaunes, c'est le TGV postal. Il s'inscrit lui aussi dans la droite ligne du développement durable. Deuxième bonus, le matériel. Alors le matériel, eh bien, le tram-train. C'est le mariage entre le tramway et le train. Et oui, c'est une idée qui a germé ailleurs qu'en France, disons en Allemagne, et qui consiste tout simplement à faire rouler les tramways, les faire sortir de la ville et à utiliser des voies normales, style voies les SNCF. Je vous dis, c'est une idée qui a mis du temps à s'imposer et qui, enfin, se développe en France. Le troisième bonus, c'est le tracé pour une nouvelle voie, c'est-à-dire le train dans le paysage. Vous vous souvenez, le TGV Med, Valence, Marseille, d'énormes travaux d'infrastructure pour respecter l'environnement. C'est le thème de ce troisième DVD. Et bien enfin, le quatrième DVD, à tout seigneur, tout honneur, eh bien, et oui, à la SNCF, il y a Monsieur Développement Durable. On va le rencontrer. La réunion de ce matin avec le maire de la commune de Lhokseumawe. À peu près 50-60 personnes assistent à cette réunion. Et au cours de cette réunion, on s'est aperçu que le lustre commençait à bouger, un superbe lustre à Pendril,
a pris de plus en plus d'ampleur et tout le monde commençait à avoir les yeux rivés sur ce Luce en se demandant quelle était la tournure que les choses allaient prendre. Le sol, il bouge pas, lui, et on voit un Luce bouger, et j'ai pas tilté tout de suite que c'était un tremblement de terre, et tout le monde a commencé à regarder ça et à dire qu'est-ce qu'on fait. The need for railways is already 4 years, 5 years ago. Maybe like. Un conseiller est venu informer le maire qu'il y avait un tremblement de terre qui commençait et il est resté très, très ferme sur ses positions. On continue la réunion. On n'arrive pas à croire qu'il puisse y arriver un tremblement de terre à nouveau. Enfin, c'est inimaginable de dire que ça peut arriver, et en même temps, c'est... L'Oxomawe, on n'en a jamais parlé dans la presse ni dans les informations, mais il faut savoir que situé à 200 km de Banda Aceh, ils ont eu à peu près 600 personnes de décédées par le tsunami. Nous nous sommes rendus au mois d'août 2004 dans la province de Aceh, dans la ville, la capitale, Banda Aceh. Nous avons rencontré les autorités locales, sur les conseils d'ailleurs du gouvernement central, et il en est résulté une proposition d'étude, de réalisation de cette ligne ferroviaire qui doit relier la province d'Aceh au reste de l'île, qui est une des plus importantes en Indonésie. Lors de la première mission au mois d'août à Banda Aceh, nous avons logé dans l'hôtel qui est en face de nous, qui s'est en partie effondré. On a vu un paysage de désolation, au-delà d'ailleurs de ce que l'on peut ressentir devant des images, car sur le terrain, c'est à perte de vue. La logique de cette étude, c'est que d'abord, elle émane d'une demande indonésienne qui est antérieure à cette tragédie. Au mois d'août 2004, nous avions rencontré plusieurs personnes responsables de ce projet ferroviaire et que malheureusement nous n'avons pas retrouvé lors de cette mission puisqu'ils sont partis avec le tsunami. Mais voilà ce qui reste des maisons, les dalles de sol avec les carrelages. Lorsqu'il a fallu acheminer les premiers secours, on a réalisé la faiblesse des infrastructures. La tragédie a rendu la nécessité de cette ligne encore plus importante. La vague était vraiment au maximum de sa force, on a l'impression, et tout a été emporté. Toutes les maisons qui restent là sont des maisons en fait dont les propriétaires sont morts, et donc on ne peut pas savoir ce qu'il faut faire. Enfin, on ne peut pas la détruire ou la toucher pour l'instant. C'est pour ça qu'on voit ces maisons qui restent là cassées, parce qu'on n'a pas retrouvé les propriétaires. Là, en fait, le bâtiment qu'on voit là, ici, c'est l'hôpital. Et bien sûr, tous les gens qui étaient dans cet hôpital sont morts, et plein d'enfants, etc. Donc là-bas, c'était le bâtiment le port d'embarcation du ferryboat qui va à l'île en face. Et c'est tout ce qui reste là-bas, mais ça va être reconstruit. Et la voie de chemin de fer aboutira là-bas pour assurer la jonction avec le ferryboat qui va aller à l'île. À l'époque où la ligne ferroviaire existait jusqu'à Banda Aceh, il y avait une voie qui arrivait jusqu'ici et qui desservait des entrepôts. Et dans notre projet, nous comptons, à mesure du possible, rétablir cette voie pour desservir notamment le terminal ferry. Et ce bras de mer qu'on voit là-bas n'existait pas. Ça a été créé par le tsunami. Et là, c'était la route qui allait jusqu'au terminal. Sur cet endroit qui s'appelle Oulé-Loé, ils étaient à l'époque 2300 habitants et au dernier recensement, ils ne sont plus que 250. Dans cette zone, en mer, il y avait un navire centrale électrique. Et ce bateau est maintenant à 2,5 km à l'intérieur des terres, posé sur des maisons. Le bateau qui est gigantesque dont tu parles est passé au-dessus des maisons, c'est-à-dire que l'eau était peut-être 5-6 mètres au-dessus des maisons pour pouvoir dépasser ces maisons et se poser. Et bien sûr, il y a des maisons en dessous. Oui, il y a des maisons qui ont été écrasées. Notamment, on a vu un brave homme qui tous les jours vient se recueillir devant son bateau parce qu'il sait qu'en dessous, il y a sa maison, sa femme, ses enfants. Et il a encore du mal à l'accepter. Lorsque cette tragédie du tsunami est arrivée, la direction de la SNCF a souhaité savoir quelle était la contribution que le groupe pouvait apporter
Spontanément, nous avons opté pour une solution qui était une solution où on exprime la solidarité de l'ensemble du groupe par l'expression de son métier. Et donc le groupe SNCF a décidé de prendre en charge le coût de cette étude de faisabilité de reconstruction de la ligne de chemin de fer entre Banda Aceh et la ville de Medan qui se trouve au nord Sumatra. Donc ce bateau qui était situé à 2 km, 3 km d'ici, sur la côte, est arrivé porté par la vague et s'est écrasé sur des maisons. Et c'est un peu un symbole du tsunami. Et donc les autorités indonésiennes envisagent de le transformer en mémorial en souvenir de toutes les victimes de cette catastrophe du 26 décembre. Très dur pour nous aussi, c'est l'accompagnement de nos amis indonésiens, car ils nous ont mis sur les sites avec beaucoup de courage, sachant que tous, sans exception, ont perdu des parents, une femme, des enfants. Nous avons été frappés quand nous sommes arrivés à Banda Aceh, la capitale de la province, de voir sur une des places principales de Banda Aceh une locomotive montée sur un sol. Cette locomotive, c'est le vestige qui représente la liaison ferroviaire qui reliait Medan-Banda Aceh, construite par les Hollandais et qui a été déposée en 1974. Nous avons réalisé à quel point le transport ferroviaire appartenait à l'histoire de la province et était partie prenante de l'image populaire. Aujourd'hui, ces infrastructures sont absolument nécessaires, non seulement pour la partie qui a été dévastée, mais également pour l'ensemble de la province de Negara Aceh Darussalam, qui, dans le passé historique et récent, a fait preuve de tentatives de séparation et que le gouvernement central a souhaité, dans le cadre de l'unité nationale, créer un lien fort que représente précisément le transport par chemin de fer. D'où l'attente que nous avons constatée tout au long de la voie qu'ont suivi toute une équipe d'experts. Je suis chargé d'expertiser donc les ouvrages qui sont actuellement encore en ligne, de voir s'il est possible de les réutiliser en fonction des caractéristiques de la future ligne. Et de toute façon, il faudra prévoir un ouvrage en à peu près 150-200 mètres de portée total. Donc ça veut dire 3 ou 4 travées. J'ai déjà visité le pays auparavant puisque j'ai participé à une ancienne mission. Je parle indonésien, j'ai formé des cheminots indonésiens. On a besoin de connaître la population des villes, on a besoin de connaître les industries qui sont placées sur le parcours. À partir du moment où on a demandé des volontaires pour Banda Aceh, je me suis senti un peu concerné et c'est pour cela que je me suis proposé. Et de connaître après les habitudes des déplacements des habitants. L'exécution de la mission consiste bien entendu à avoir d'abord des échanges avec les autorités, non seulement les autorités au niveau national, mais également très important les autorités au niveau local. Et dans les autorités au niveau local, vous avez les autorités administratives, mais vous avez également les autorités populaires, c'est-à-dire les gens qui ont été élus par le peuple, de façon à obtenir, connaître un peu quelle est l'attente, quelle est l'aspiration des populations par rapport à ce très très grand projet. Nous voyons ici donc l'ancienne plateforme. La nouvelle plateforme va se retrouver à 100 mètres ici, donc dans la rizière. Et un peu plus loin, on va retrouver donc, sur la rivière donc, les vestiges de l'ancien pont. Non, je n'ai pas les portées sur ce document-là. Il y a des consultants indonésiens qui ont fait un travail assez considérable sur le tracé, projet. Alors bien sûr, ce sont des études préliminaires, ce n'est pas de la très grande précision, puisque dans les villes, bien sûr, les tracés vont évoluer en fonction des desiderata des dirigeants et de la population.
mais ça a le mérite au moins de nous apporter des données quand même considérables. Sur le profil en long de la voie, ceux qui veulent réaliser. Il faut compter 80 mètres de portée. Nos cheminots sont évidemment des gens qui représentent différents métiers, à la fois aussi bien les gens qui représentent la voie, les ouvrages d'art qui sont importants. Vous avez ensuite l'expertise en termes de rolling stock, c'est-à-dire le matériel roulant, la signalisation, le système de contrôle et puis les gares. Et sans oublier bien entendu un point extrêmement important, c'est l'expert responsable des questions économiques. So if you have something on Loksama Way, any information I can use, or if you don't know, maybe a plan of the city at a large scale. Ini satu hari 4 kali. 3, sisanya di Jawa. Salah satunya yang ini ada tinggi segini nih, yang lebih 2 meter. Okay. Oui, un autre point qui sera intéressant, c'est qu'on connaisse aussi un peu les difficultés éventuelles que tu peux rencontrer dans ce métier. Est-ce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement? Est-ce qu'il y a des problèmes de panne, de pièces, de maintenance, des rechanges? Est-ce qu'il y a des problèmes de tenue en ligne? Le nombre d'incidents, il nous faudrait. Oui. Quel type aussi? Le nombre d'incidents et le type d'incident. Pourquoi les locomotives tombent en panne? Bulan. Malgré le très peu de moyens investis dans le domaine ferroviaire, j'ai eu l'occasion de rencontrer au cours de cette mission, de cette première quinzaine, des gens très professionnels. Un train part de Médane, d'accord. Il ira à Banda Aceh, il revient à Médane. Ici, sur une période donc de 0 heure à 24 heures, la rame est utilisée pour faire ce parcours-là. Elle s'arrête, elle repart pour faire ce parcours-là. Est-ce qu'ils ont ce type de papier? C'est ce qu'on appelle les roulements de rame. Transit roster. Transit roster ada punya. Transit kita hanya untuk lintas Sumatera Utara sudah. Your name is? Maybe a few bus to come to the station, to have a good intermodality between the station and the bus of the city, a parking lot for parking the car, a taxi drop-off. Le prochain ouvrage qu'on va aller voir est un tablier métallique qui a été construit en Autriche. Kurang baik dan di bawah bantalan bisa lihat masih ada ini. Itu juga ada corrosion nanti akan korosi akan masuk juga. Alors voilà, c'est ce que j'étais en train d'expliquer là en indonésien, c'est qu'effectivement sur les ouvrages métalliques, surtout ici effectivement, c'est d'éviter les zones où il y aurait de la rétention d'humidité et qu'il ne puisse pas y avoir de détritus ou autre qui puisse s'accumuler dans ces zones-là, parce que ça maintient l'humidité et après ça mène la corrosion. Sur les traverses, on retrouve la date de la mise en place du pont. Et là-bas, on voit que c'était 1198. Donc le pont a été posé donc, en novembre 98. Combien de trains faire passer? Doit-on doubler la ligne? Doit-on installer des gares dans toutes les villes traversées ou que dans certaines? Quels sont les aménagements à envisager pour acheminer du fret, soit au port, soit aux terminaux aéroports, soit des interconnexions avec les gares routières? Là, on est en train de discuter sur donc, le tracé de la voie et on voit que si le pont est réalisé à cet endroit-là, eh bien, il rentre dans une agglomération. Donc ça va poser des problèmes, donc, il va falloir déménager les gens. C'est un ouvrage qui date de l'époque hollandaise, donc aux alentours de 1900-1910, je pense. Les ouvrages ici métalliques n'ont aucun... Il n'y a pas de platelage pour circuler, ni quoi que ce soit, donc on marche sur les traverses, on enjambe, on marche de traverse en traverse. Cet ouvrage est prévu en reconstruction. On a 3 travées actuellement, il voudrait passer à 2 travées. Et après, passer au-dessus de la rivière, et ici cette partie un peu marécageuse, passer avec une travée d'environ 50 mètres. Comme il n'y a pas beaucoup de trains, les gens sont beaucoup plus à l'aise qu'en France. Et donc ça sert de passage
d'une partie du village à une autre. Hein, donc on prend le chemin le plus court hein, en général. Donc, la densité de population est tellement forte, la moindre parcelle, le moindre bout de terrain qui reste inoccupé est automatiquement occupé par les gens. On assiste à un développement urbain qui se rapproche au maximum des voies ferrées. Les passages à niveau sont gardés. La fermeture ou l'ouverture du passage à niveau se déclenche grosso modo lorsque le mécanicien klaxonne. En termes de sécurité, c'est considérablement dangereux. Il est évident qu'à partir du moment où on risque donc d'augmenter la vitesse, il va falloir que ces gens soient protégés. Peut-être qu'on mettra des clôtures, je n'en sais rien. Là, on est à la sortie d'une école. Et ben voilà, tu as des enfants de 5-6 ans là, qui traversent partout. Et en fait, le klaxon du mécanicien est utilisé en permanence, quasiment en permanence. Nous devons réaliser une ligne nouvelle, certes, mais bien entendu nous rattacher également à un réseau ancien, existant, qui n'est pas nécessairement en bon état, même si nous rencontrons, et on l'a vu sur le terrain, des professionnels, des cheminots de très grande qualité, mais qui n'ont pas eu la chance d'avoir les moyens dont nous disposons notamment en France. Bon, ben, la voie, bien sûr, elle n'est pas terrible, bon, mais vu la vitesse où il passe, c'est du 10 km/h, donc il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, le gouvernement s'est rendu compte que le transport ferroviaire devait faire partie intégrante de la stratégie du développement de l'ensemble du pays. On a vu les maires, on a vu les responsables des régions, etc., pour avoir des plans de ville, pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils avaient dans leur carton, comment la ville allait se développer. Et on était surpris de voir qu'il y a pas mal d'endroits où il y a beaucoup de choses qui sont en cogitation. On a vu des plans, des master plans, on a vu des ports qui allaient se construire ou qui sont même parfois démarrés. Et donc, on sent qu'il y a des choses à faire, on sent qu'ils ont envie de s'ouvrir et de se développer. Le train, c'est pour dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, donc il faut suivre le schéma de développement de la ville. Les gares sont des sources de développement de nouvelles zones de la ville. Donc si on la met au nord, on sera limité au nord, alors que si on la met au sud, on aura plus de place pour développer la ville autour de la gare. C'est toujours comme ça que ça se passe historiquement. « 265 mètres de quai, ça représente combien de bateaux, ça, qui peuvent accoster? Artinya berapa kapal? 206. 3 bateaux? Jadi 3 kapal, 2. Panjang kapal bisa 100 meter, bisa kita sandarkan 2. Un bateau. Ouais, donc 2-3 bateaux. 2-3 bateaux. 2-3 bateaux, ouais. 2-3 bateaux, ça dépend de la longueur. Oui, d'accord. L'Indonésie se positionne de plus en plus comme le premier producteur d'huile de palme mondial. Donc je pense que ça va continuer. Ils ont un parc de citernes. Les citernes elles font 30 tonnes, elles font, 18 tonnes, non, elles font 30 litres, ce qui fait 27 tonnes d'huile de palme. Ouais, mais attends, on a quand même une charge à l'essieu de 18, ça fait 36 tonnes par wagon. Oui. Prends la tare du wagon, il te reste combien Au niveau des infrastructures, il va falloir reconstruire ailleurs. Alors, il y a des tracés qui ont déjà été faits, mais il va falloir revoir ces tracés parce qu'ils ne sont pas bons. On pense aussi qu'on va faire un travail avec un réseau qui va aller à beaucoup plus rapide, à 120 à l'heure. Donc il a été dessiné actuellement pour faire du 80 à l'heure, en voie unique. Donc il y a absolument tout à reprendre au niveau du tracé. Et c'est un plus, c'est un tant mieux, je dirais, parce que comme ça on va pouvoir bien positionner la voie dans la ville et faire en sorte que l'intermodalité dans la ville marche bien avec l'échange entre le bus et le train et puis toutes les zones de parking, etc. Prévoyons, dans la mesure du possible, des gares intermodales où on gagnerait et du temps et de l'efficacité en associant les deux modes de transport, le ferroviaire et le routier.
Je voulais signaler ce détail particulier, effectivement une mauvaise disposition constructive au niveau du mur en aile. On a effectivement le problème de ravinement de la plateforme lors des pluies. Et donc ce qu'il aurait fallu, c'est remonter le mur en aile et venir le remettre à la même hauteur que le mur tympan. C'est intéressant donc de voir ces gares du passé, donc qui ont été abandonnées il y a plus de 40 ans. J'essaie de voir un peu l'architecture locale. Qu'est-ce que c'est que l'architecture locale? Ça peut nous aider à essayer de faire quelque chose qui s'intègre dans le pays, qui va être abordable. En fait, il faut faire des choses simples comme ça, je dis en bois, tôle ondulée, des choses que les gens vont pouvoir construire eux-mêmes dans tous ces petits arrêts minuscules qui vont alimenter tous les petits villages. Il y aura certainement une architecture qui sera en dur et une architecture qui sera en matériaux plus légers et plus simples. Eux, ils demandent s'il y aura une gare ici. Il y aura un arrêt simple. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir les choses en bois et en tôle et ça. Parce que... Le point d'arrivée de cette ligne au départ de Banda Aceh, les moyens de communication sont pratiquement inexistants. Quand on voit lorsqu'on est revenu de la mission, entre le moment où on a franchi la pancarte Médane et le moment où on est arrivé à notre hôtel qui ne nous semblait pas si loin que ça, on a quand même mis près de 3 heures pour faire l'équivalent peut-être de 5 km. Il faut qu'on arrive à dimensionner les gares. Médane, c'est Lyon. C'est 3 millions d'habitants. 3 millions d'habitants. À Banda Aceh et à Médane, la problématique est très différente. À Banda Aceh, c'est quasiment une ville nouvelle parce qu'il y a la moitié de la ville qui a disparu. Donc la gare va être une gare orientée vers le futur avec tout un potentiel de transport de gens dans la ville, entre l'université, l'aéroport. À Médane, c'est une gare existante, mais on s'est rendu compte qu'il y a un trafic incroyable. Et donc là, c'est un transport comme un RER. La tragédie a été un choc psychologique extrêmement important. Nous souhaitons aujourd'hui que le projet de transport ferroviaire ait l'effet psychologique inverse, c'est-à-dire qu'il soit porteur d'espoir. Ici, entre Médane et Binjai, on a 28 km. Si cette ligne a été équipée en double voie, on peut déjà s'assurer un cadencement quasiment. On voit ensemble un peu la synthèse de tout ce qu'on a fait. Et donc, il y a des parties qui émergent. On disait que l'ancienne gare était juste à côté, mais ne sera pas utilisable parce qu'elle est détruite. Voilà. Et que la nouvelle gare sera à 1 km et qu'il y avait 280 000 habitants dans la ville. Actuellement, nous avons rencontré les grands organismes financiers connus pour voir dans quelle mesure ils peuvent aider les Indonésiens à financer cette réalisation. C'est une étude de faisabilité. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, dans le cas d'Eri, par exemple, ce qu'il faut, c'est un plan de masse en disant, ben voilà, je prévois d'installer une gare sur une parcelle qui se situe là. Donc ça veut dire que croissance économique, croissance de la population, croissance des déplacements. Ok. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder le dernier point important. Le rapport, on est censé le remettre pour le 9 septembre à Banda Aceh. Donc avant ça, il faut le mettre en forme, il faut le traduire en anglais, le traduire en indonésien.
Jean-Pierre Loubinou, 4 ans ont passé depuis Aceh. Qu'en est-il maintenant? Quel est le point? Point de départ douloureux, mais qui nous a permis de faire beaucoup de travail avec les autorités indonésiennes, avec les autorités locales du nord, donc de Sumatra, puisque nous avons offert à cette époque aux autorités indonésiennes une étude pour réhabiliter le chemin de fer déposé depuis longtemps, mais dont on est convaincu qu'il est un maillon indispensable pour reconstruire cette île dévastée. Étude simple, qui a pris quand même quelques mois, un certain nombre d'experts que je tiens à saluer d'ailleurs parce qu'ils ont travaillé dans des conditions très difficiles, vous pouvez l'imaginer. Étude qui a été remise aux autorités indonésiennes un an après, qui a été appréciée, acceptée, et je dois dire qu'il y a même peut-être quelque chose d'assez symbolique, c'est que le jour où nous avons remis cette étude pour créer finalement un lien fixe entre le nord de Sumatra et Medan, au milieu de l'île, sur la côte ouest, le même jour, et je crois qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des vrais symboles, les rebelles déposaient les armes. Ce qui me permet de dire qu'un projet ferroviaire est parfois, par son lien fixe, un symbole de paix pour la mobilité des biens et des populations. Alors, très factuellement, aujourd'hui, le processus indonésien qui passe effectivement de la région au gouvernement central a été accompli. Le projet est inscrit dans le budget pluriannuel du gouvernement fédéral indonésien et nous devrions en 2 tronçons être amenés à aider les Indonésiens à faire les études détaillées de cette fameuse ligne. Tronçon nord d'abord, qui desservira les ports dont on sent bien l'intérêt pour irriguer les flux de marchandises, et tronçon sud ensuite pour recréer un lien fixe voyageurs et fret entre Aceh et Medan. Tout ceci effectivement est donc maintenant inscrit, prévu, nécessite des financements qui seront en partie internationaux, en partie indonésiens, et nous sommes SNCF International et toutes les équipes des techniciens, des ingénieurs, des économistes de la SNCF seront appelés sans doute à y travailler à partir de 2008. Jean-Pierre Loubinou est fait chevalier de la Légion d'honneur. Est-ce que votre action, notamment à Aceh, y est pour quelque chose? Non. Vous savez, l'honneur est une notion très vaste. Et c'est moi qui ai eu l'honneur de travailler parmi des populations qui ont souffert et d'essayer de les aider un peu. L'honneur, il était là. Merci. Depuis plus de 20 ans chaque jour, Fret SNCF transporte 1 500 000 lettres et plis à la vitesse de 270 km/h. Des trains postaux suivis 24 heures sur 24 assurent une qualité de service optimale. Les installations logistiques simplifiées permettent le chargement de 88 tonnes en 28 minutes chrono. Le train postal à grande vitesse vous livre en 24 heures. Cette offre de service unique est la clé de votre développement en Europe. Gare de Sarrebruck, un Flexity de Bombardier. À votre avis, c'est un train ou un tramway? Ça y ressemble pourtant. Non, c'est bien un tramway.
car il roule en ville. Mais il est taillé pour sortir de la ville et emprunter les voies du chemin de fer normal et sont comportés comme une vraie rame de banlieue. C'est ça, le tram-train. Le secret réside dans l'adaptabilité aux contraintes des deux systèmes. D'abord, contraintes techniques dues à la différence d'alimentation en énergie électrique. Ensuite, contraintes de gabarit. Un tramway tourne très court. Enfin, contraintes dues à la différence de hauteur des quais. Mais le résultat est là, le tram-train, ça marche. Regardez bien, là, il est en ville. Il va quitter la ville pour la campagne. Regardez bien, on va changer le courant. On va quitter le 750 volts continu pour le 15 000 volts alternatif. Et voilà notre tramway qui s'évade dans la campagne pour aller, devinez où, vers la France, à Sarreguemines. Tram-train, oui, mais transfrontalier. Un exemple à suivre. Autre exemple, Kassel, toujours en Allemagne. Là, c'est le Regio Citadis d'Alstom. C'est un tram-train. Mais lui, il est hybride. Quand il est train de banlieue, il est propulsé par un système diesel électrique, comme les autorails. Lorsqu'il est dans le vide, il lève le pantographe et il est alimenté comme un tramway en courant continu. Couplés, les tram-trains forment de véritables rames de banlieue qui entrent donc dans le centre de la ville. Autrement dit, le tram-train, c'est un RER, mais en surface, et sans changer de mode de transport pour les usagers. On admire également le confort, l'accessibilité et les larges portes qui permettent aux voyageurs de monter et de descendre rapidement. En France, Mulhouse s'est mise au tram-train. Récemment, la ligne Bondy-Aulnay-sous-Bois a été mise en service et d'autres villes vont suivre. En résumé, là où il y a dans une ville un tramway et un réseau de voies SNCF souvent inutilisé ou mal utilisé, il y a place pour le tram-train. Au départ, notre projet est très technique. Il est très rectiligne, il est très géométrique, il est très viril, je dirais, très masculin. Et petit à petit, on lui a donné des formes souples, des formes amples, féminines. On l'a adouci, on l'a rhabillé avec des végétaux, des ensemencements, des enherbements, de la verdure. Il nous est vite apparu que si nous devions réaliser un travail minutieux, il fallait mettre au même niveau que les contraintes techniques l'ensemble de ces contraintes environnementales et donc réfléchir dès l'amont à ce qu'on a appelé un schéma directeur paysager. Notre intervention a servi à dire à certains moments, ici il faudrait que la tranchée soit beaucoup plus large, ici ce serait quand même bien de passer dans un tunnel plutôt que de faire une saignée, et là on pourrait se raccrocher avec des terrasses. Donc ça a été en grand, c'est-à-dire le paysage pris en grand, au 25 millième, au 100 millième, de dire comme ça on a telle valeur de paysage, voilà comment est-ce qu'on pourrait la respecter, et voilà comment le train pourrait entrer dans ce paysage-là. Alors on est avant tout un empêcheur de tourner en rond par rapport aux pratiques habituelles. Et je crois que le grand mérite ici sur cet ouvrage, c'était de dire, on ne fera pas comme avant. Et puis après ça, on a travaillé avec les techniciens de la maîtrise d'œuvre au 5 millième. Il a été décidé qu'on regarderait chaque mètre de ligne. Mais c'est pas possible, on était convenu de regarder simplement une dizaine de points importants. Non, on regardera chaque mètre de ligne et on va s'interroger en matière de paysage sur chaque mètre de ligne. Ça a été dur au début. Le travail avec des techniciens très spécialisés, comme ceux de la SNCF, nous a surpris au départ. C'est vrai qu'on ne savait pas très bien si on était là pour être quelque part des alibis, des gentils qui mettent du verre partout. À travers les premières réunions, on s'est rendu compte qu'on était
associé une équipe de concepteurs. On était là autour de la table au même titre que le géotechnicien, que l'hydrologue, que le responsable du planning, que le responsable des ouvrages d'art. Et que tant qu'une question n'était pas résolue et faisait le consensus entre l'ensemble des préoccupations, l'ensemble des personnes qui étaient autour de la table, on continuait à réfléchir ensemble. Autant le schéma directeur dans sa première phase a été une réflexion intellectuelle, autant rapidement nous sommes passés à un travail sur le terrain, commune par commune, avec les élus, avec les riverains, les associations concernées. La SNCF nous a demandé de jouer ce rôle à fond, c'est-à-dire de faire des enquêtes, d'aller voir les riverains, d'aller restituer notre travail en réunion publique, de faire remonter les réactions, de jouer ce rôle d'animateur autour du projet, dans la mesure où, on l'a bien vu, l'impact sur le paysage touchait la population à ce qu'il y a de plus profond en eux. Hein. C'est l'endroit où on est né. Au départ, c'était même assez violent. C'est vrai qu'après, avec les responsables de la SNCF, les gens en charge du dossier, et notamment Pierre Izard, il y a eu la possibilité d'instaurer un dialogue assez complet et qui nous a permis, c'est vrai, quand même d'améliorer sensiblement le projet. Initialement, à la place de cette tranchée couverte, était prévu un grand déblai de 40 mètres de profondeur qui venait ici faire une grande cicatrice dans cette colline qui entoure la plaine de Cazan. Le fait d'avoir cette tranchée couverte avec ce grand mur de front bétonné permet au-dessus de pouvoir remblayer, d'avoir également un passage, une continuité territoriale, et dessus viendra se recréer tout un espace végétal assez dense qui permettra d'assurer la continuité végétale de la crête. L'aménagement donc se complète par des cultures en terrasse raménagées de chaque côté de l'entrée de la tranchée couverte, qui en même temps nous permettent d'avoir toute une action sur le territoire agricole qui vient se raccrocher sur cette colline. Le parti qui a été pris sur un ouvrage comme ça, c'est de dire c'est pas le train qui s'impose dans le paysage, c'est le paysage qui s'impose au train. Donc c'est bien repérer toutes les lignes de force, toutes les valeurs du paysage pour dire comment peut-on les imposer au train. C'est ça simplement la démarche. Et n'importe quel modelé, si nous l'avons réussi, on ne doit pas s'apercevoir que nous sommes intervenus et qu'on a fait un modelé. C'est là qu'on a réussi, c'est-à-dire c'est quand on ne nous voit pas. Le tunnel de Saint-Geniès traverse un massif calcaire assez pentu, couvert de garrigues. Le débouché d'un tunnel provoque d'importants terrassements. La question ici, c'est de voir comment on recolle autour de ces grands terrassements les deux parties de ce paysage qui viennent se confronter, la garrigue proprement dite dans la partie haute, et puis le parcellaire très géométrique de vignes qu'on a dans la partie basse. On va reconstituer une pente douce depuis la partie sommitale pour venir englober la casquette. Sur cette pente, on va venir retracer la route qui se trouve sectionnée par le passage de la ligne. Cette pente sera retravaillée en garrigue sur toute sa hauteur. Et la route, on va la souligner par une haie de cyprès qui reprend une image de référence du chemin rural bordé de sa haie de cyprès. Tout le but a été de créer des conditions pour que la végétation puisse s'installer. Donc ce principe important qu'on a défini sur ce secteur, c'est de créer des plateformes horizontales. Si vous voulez, en fait, on n'invente rien, on revient comme les anciens qui créaient des restanques. Chaque fois qu'on peut créer des surfaces horizontales, on est sûr que l'eau pourra s'infiltrer, on aura de la terre et donc on pourra planter de telle façon que ces végétaux pourront se développer normalement et atteindre leur âge adulte sans difficulté. Tout l'important dans une création, c'est le suivi, c'est sa gestion. Si on peut confier cette gestion à des gens qui sont sur place, à des communes, ou à des agriculteurs, ou à des riverains, on est sûr qu'ils le prendront en compte comme leur propre jardin, et donc les coûts seront beaucoup moins chers, et la garantie sera vraiment assurée. Nous avons de l'ordre d'1 million d'arbres qui seront à mettre en place. Nous avons plus de 120 tonnes de semences également, et pour lesquelles nous avons réfléchi avec ces spécialistes au respect des essences locales, où nous avons recherché des conditions d'un entretien à coût nul ou quasi nul, recherché les conditions parfaitement favorables au risque d'incendie par exemple, et fait en sorte que
L'ensemble de cette réflexion préliminaire sur la forme du paysage aille jusqu'à, je dirais, l'imbrication parfaite de la ligne dans sa végétation avec la végétation environnante. Il nous a semblé intéressant de proposer une forme de valorisation dans le contexte de la végétalisation d'espèces totalement nouvelles, des dactyles, des fétuques, des luzernes et plus récemment des luzernes annuelles qui sont des espèces totalement nouvelles en France et qui permettront à terme d'élargir la gamme d'utilisation de ces matériels. On nous a poussé à trouver autre chose que ce que nous faisions d'habitude. Nous avons été obligés de multiplier des plantes que nous ne reproduirons peut-être plus jamais, mais qui correspondent à la végétation naturelle. Et je crois qu'il y a eu un échange, un enrichissement réciproque, à la fois par les paysagistes, par les botanistes et au fond par le TGV qui a été le vecteur de tout ça. Et les végétaux qui sont plantés reconstituent le processus naturel. C'est-à-dire qu'il y a une série de plantes qui vont reconstituer les paysages immédiatement. Et comme dans la nature, ces plantes-là laisseront la place plus tard à d'autres plantes qui sont implantées en même temps. Dans un premier temps, on verra une prairie, puis après on verra des petits arbustes, puis après on verra des arbres. Et je crois que c'est intéressant. Le stade adulte aura lieu certainement dans une cinquantaine d'années, mais on ne s'en apercevra pas puisqu'il y aura la transition naturelle. Le TGV Méditerranée a pris en considération certes des espèces pour lesquelles on va devoir assurer la production, mais également les habitats de ces espèces. Je dois reconnaître que là, il s'était agi d'une démarche très novatrice à l'échelon national, puisque c'était la première fois qu'on proposait en mesure compensatoire l'acquisition de parcelles présentant des espèces rares ou rarissimes pour la flore de France et situées relativement loin du tracé TGV lui-même. Je crois que toute cette démarche par phase de réflexion, de concertation, puis l'utilisation des essences aussi bien de plantes que de semences font que le chantier sera rapidement un souvenir, effectivement, que c'est un train que nous allons mettre dans le paysage qui va se confondre avec les régions traversées. Et nous n'aurons pas simplement un outil technique qui sera posé dans un environnement existant, mais nous aurons conçu et modelé la technique en fonction des régions traversées. Les riverains le disent, c'est quelque chose qui s'intègre parfaitement dans nos lois. Je crois qu'aussi, je peux le dire, je crois que dans l'avenir, eh bien, on ne pourra pas penser voir ce vallon, cette vallée, sans cet ouvrage-là. Ça fait drôle, ça, à la SNCF. Monsieur Développement durable, je vais dire d'une manière directe, mais à quoi servez-vous ? Le rôle de responsable du développement durable, de directeur du développement durable à la SNCF a d'abord une fonction de coordination, d'animation du plan d'action de l'entreprise. À savoir que naturellement, la SNCF est d'abord représentée par le mode ferroviaire, par les atouts écologiques du train, mais que naturellement nous devons encore davantage sensibiliser les citoyens, les usagers, les clients à l'utilisation du train, leur offrir du service, leur offrir des gares multimodales faciles d'accès, accessibles, pour faire en sorte que le train soit vraiment le mode de l'avenir. Mais vous avez le vent en poupe, l'actualité vous porte, vous donne raison. Vous êtes le héros du Grenelle de l'environnement. Oui, c'est ce qui a été titré à la suite effectivement de ce Grenelle qui a été très salutaire pour le mode ferroviaire, pour l'ensemble des modes alternatifs d'ailleurs à la route et à l'aviation. Donc la décision qui a été prise, c'est d'aller vers un scénario de rupture, une prise de conscience effectivement des échecs et des retards pris dans la lutte contre le changement climatique et la nécessité de mettre vraiment le paquet sur le mode ferroviaire à travers effectivement tout un ensemble d'investissements, à la fois en lignes supplémentaires pour les voyageurs et pour le fret de marchandises. Et bien sûr, nous saluons ces décisions prises et ferons en sorte effectivement qu'elles soient pleinement valorisées dans le cadre des futurs mois et des futures années. Vous savez que le Grenelle va continuer à vivre, nous avons des comités de pilotage, une loi cadre qui doit être adoptée au printemps et la SNCF travaille ardemment à la mise en œuvre de ces propositions.
Le train est par définition aujourd'hui économe puisque la traction représente à la SNCF 77% d'électricité. Donc bien sûr, nous devons continuer à travailler sur les 23% restants, continuer à faire des progrès dans la motorisation, dans les pollutions, la lutte contre les pollutions, trouver des innovations qui permettent effectivement de pelliculer par exemple un train pour alimenter les auxiliaires du train, d'avancer vers des locomotives bimodes comme on l'a vu avec le Bibi Bombardier, donc d'explorer toutes les pistes scientifiques, techniques et d'application qui permettront de réduire nos émissions de CO2. Elles sont déjà très basses, très minimes, puisque effectivement le mode ferroviaire aujourd'hui représente 0,64% de l'ensemble du secteur des transports, mais nous pensons que nous pouvons encore progresser. Nous pouvons progresser puisque il ne faut pas oublier que l'entreprise SNCF est d'abord une entreprise industrielle. Et au-delà des atouts écologiques du train, nous devons travailler aussi sur nos impacts environnementaux. Nous avons 3200 installations classées. Nous avons des attentes de la part de nos clients en matière de tri sélectif des déchets en gare et dans les trains. Nous devons travailler sur le bruit. Et nous travaillons aussi sur des choses qui paraissent un petit peu lointaines, parfois des préoccupations des gens, mais sur la valorisation des matériels. Aujourd'hui, on valorise 85% des wagons et des matériels radiés de la SNCF. On recycle, on valorise, on recycle, on déferraille, on désamiante ces matériels. Et donc, c'est tout un ensemble de politiques qu'il faut mettre en œuvre d'un point de vue environnemental à travers des politiques de management environnemental, de certification. Donc, c'est une politique d'ensemble qu'il faut conduire. Vous, la SNCF, est-ce que vous envisagez, comme les compagnies aériennes, de faire une compensation CO2 ? C'est-à-dire de faire payer aux voyageurs ou par la société une taxe qui va servir à, par exemple, à planter des arbres dans des pays en voie de développement pour absorber le CO2 que nous, on aurait économisé. Alors ces dispositifs de compensation sont devenus très à la mode puisqu'on entend couramment effectivement que des entreprises prennent des initiatives pour compenser leurs propres émissions. Et nous, on se situe clairement dans ce cadre-là, à la différence de l'aérien qui a proposé à ses clients de compenser par eux-mêmes leurs propres émissions à leurs propres charges, leurs propres coûts. Nous sommes sur une posture inverse, puisque par exemple, à travers notre filiale Eurostar, ce qui est mis en œuvre depuis début novembre, c'est un système de compensation qui est payé directement par l'entreprise. C'est que nous compensons nos propres émissions d'ores et déjà et avons engagé sur les 5 ans à venir un programme de réduction également de nos consommations et de nos émissions de CO2. Donc c'est bien l'entreprise qui paye sa compensation. Et sur l'ensemble du groupe, à travers cette expérimentation, nous sommes en train effectivement d'explorer les différentes solutions possibles. Il faut à chaque fois peser les avantages et les inconvénients, les leviers, les gains, les coûts, sur des dispositifs à la fois d'énergie renouvelable, de reforestation ou d'achat de certificats verts qui permettraient effectivement de compenser la dégradation ou l'augmentation de nos émissions de CO2.